Ce qu'il faut dire à une femme qui est en projet de grossesse ou déjà enceinte, c'est qu'il y a un panel de professionnels qui sont là pour l'accompagner. En un, on peut aller voir... AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bonjour et bienvenue. Nadia El Bouga est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nadia. Bonjour à toutes et à tous. Sage-femme, et c'est la sage-femme qu'on convoque aujourd'hui, et sexologue clinicienne. Ça va Nadia ? Oui, très bien, merci. Ibtissem Belmadani est là. Bonjour Ibtissem. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Voilà, ma sœur kinésithérapeute libérale. On va parler de la grossesse ce matin, de la première grossesse et de toutes les questions auxquelles vous aimeriez avoir la réponse. Avant que ça arrive, il y a beaucoup de questions que les femmes ne posent pas, Nadia, ou alors auxquelles elles ne pensent pas parce que ça ne s'est pas encore présenté. Oui, alors une des questions d'ailleurs à laquelle j'ai été confrontée récemment, effectivement, alors c'est vrai on sort d'un contexte particulier, enfin on est encore dedans. Hein. N'oublions pas qu'on est encore dedans. Exactement, ouais. On sort d'un confinement, mais on ne sort pas encore du contexte qui a provoqué effectivement ce confinement. Et j'ai donc accompagné une patiente, une primipare, une patiente pour qui, c'est son premier enfant, donc elle a accouché. Et je découvre qu'elle n'était pas au courant que pendant la grossesse, il y avait des séances de préparation à la naissance qui étaient possibles. Enfin, au départ, je croyais vraiment à une blague, hein, et pas du tout. Hein, elle n'était pas au courant qu'on pouvait avoir des séances de préparation à la naissance. Elle n'avait pas, en fait, si vous voulez, les modalités précises du suivi. Elle se faisait suivre par un gynécologue. Et apparemment, le confrère n'a pas cru bon de lui donner tous ces éléments-là. Elle ne savait pas qu'il y avait un premier entretien possible en début de grossesse. Enfin, des choses comme ça qui, en France, en 2021, existent encore. Donc, ça étonne. Il ne faut pas imaginer que tout le monde est surinformé, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. Contrairement, alors on est sous l'ère Internet, mais malheureusement, il y a des personnes pour qui, et pourtant cette femme était entourée, je veux dire, c'était pas une femme isolée du tout, hein, entourée, 25 ans, donc jeune, hein, et pourtant elle n'était pas, si vous voulez, elle avait des éléments comme ça vagues du suivi de grossesse, mais pour savoir où s'adresser, par exemple, quelque chose de concret, ça elle n'avait pas. Je regardais, j'ai trouvé une phrase en préparant l'émission. C'est la meilleure façon de se préparer, c'est de savoir que rien, absolument rien, ne va se passer comme on l'imagine. Est-ce que c'est vrai ? Exact. Ouais. C'est très vrai. Ouais. Dans le sens où, pour celles qui ont des informations, pour les informations le peu d'informations qu'elles ont une idée, c'est vrai, préconçue de ce que va être la grossesse, ce que va être le postpartum aussi, le retour à la maison avec son bébé, idéalisé parce que c'est l'image qu'on donne publiquement. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément ça. Il y a l'image de la femme enceinte qui est radieuse, qui est en pleine forme, qui est heureuse. Et en réalité, c'est pas forcément toujours ça. Et épanouie. Alors que c'est pas toujours ça. Il y a beaucoup de questions qui se posent à elle. C'est un énorme changement au niveau hormonal, au niveau émotionnel, au niveau physique. Et toutes ces choses-là, elle ne les appréhende pas forcément avant la première grossesse. Est-ce que Nadia, il y a des questions que les femmes n'osent pas poser ? Oui. Clairement. Oui. Là, je vais remettre ma casquette de sexologue, mais par exemple, les questions qui portent sur la sexualité ne sont pas posées, ou alors elles sont évoquées indirectement si le professionnel en face est à l'aise avec ces questions-là et qu'il demande comment ça se passe dans le couple. C'est très rarement posé comme question. Et même quand c'est posé, c'est qu'à demi-mot. Ça reste quand même très tabou. Il y a vraiment l'idée que il faut pas forcément en parler, que ces problématiques-là vont se résoudre d'elles-mêmes, alors que non, elles ont besoin d'être communiquées. Et il y a besoin de se désacraliser ces difficultés-là et d'en discuter. Ou alors il y a également un vécu, ou alors une croyance collective de grossesse égale asexuelle. Oui. C'est-à-dire que c'est le temps mort. Oui, c'est vrai. C'est le temps mort, c'est avant, après, longtemps après, mais pas pendant. Donc il y a cette idée-là qui circule et du coup...
certaines femmes n'osent pas en parler parce que le sujet est tabou, ou alors elles ont peur d'être étiquetées de nymphomanes, mais t'as pas d'autre préoccupation que de penser sexualité. Enfin, t'as un bébé, t'attends un bébé. Elles ont peur en fait, parce que bon, n'oublions pas qu'on a affaire à des femmes, et déjà en tant que telle, une femme qui parle de sexualité est suspecte. C'est une traînée ou une nympho ou une. Et dans ce que dit Nadia, je vais vous dénoncer, attention. Dans ce que dit Nadia, j'entends aussi le fait que une fois que il y a l'information de l'arrivée d'un enfant, tout est centré autour de l'enfant. Donc le papa de côté, la maman, finalement, elle est juste porteuse de l'enfant. J'accentue, mais c'est vrai. Et alors encore plus quand l'enfant est là, présent. Comment va bébé ? Tout de suite, plutôt que de demander comment tu vas toi, etc. Auprès de la maman. Comment ça se passe le suivi d'un point de vue kiné ? Vous intervenez à quel moment, Ibtissem ? Puisque finalement, on ne pense pas forcément au kiné pendant la grossesse. Alors, lorsque ça vient de la part de la sage-femme qui suit la femme enceinte, lorsque ça vient du gynécologue, il peut y avoir une prescription pour des soins kinés. On intervient déjà dès le début de grossesse. Surtout chez une femme chez qui il y avait déjà une faiblesse au niveau périnéal, au niveau de sa posture, au niveau de son dos, au niveau de sa musculature. Il y a nécessité de commencer très tôt son suivi, notamment comme on disait, par rapport au renforcement du périnée, par rapport à sa tonicité, et aussi par rapport à toutes les explications, toutes les informations qu'il va falloir transmettre sur ces changements qui vont se passer au niveau du bassin, au niveau du dos, au niveau de la sensation de pesanteur que la femme va avoir, du fait qu'elle va respirer un peu moins par rapport à son diaphragme. Des fois, elle nous dit « j'ai un point ici au niveau de l'avant », mais en fait, c'est juste que son diaphragme change un peu de posture, de manière de se contracter, se décontracter, et que bébé prend de plus en plus de place. Donc, dès le départ, en fait, très précocement, il faut suivre les mamans. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Ibtissem. Au tout début de la grossesse, c'est ça qu'elle veut dire. Et même avant. En réalité, en France, on n'a pas du tout une vision préventive concernant la santé. Et c'est triste parce qu'en réalité, c'est vrai que... Même si pour les maternités, aujourd'hui, on est passé au concept des 1000 jours. Ce qui a quand même changé. On parle plus de la naissance du bébé, mais on intègre la grossesse dans les premiers jours de vie du bébé. C'est vrai. Mais quand un couple a un projet d'enfant, en réalité, c'est à partir de là. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait ce fameux examen préconceptionnel, qui, à mon sens, dès le mariage d'ailleurs, était, me semble-t-il, important, même en termes d'ailleurs de prévention IST et autres, qui a été maintenant retiré. En tout cas, il n'est plus obligatoire. Il n'est plus formel comme avant. Et donc, du coup, à mon sens, l'idée de convoquer en fait tous les corps de métier, toutes les professions qui sont là pour coordonner autour de la femme et du exactement couple. Le dit justement Ibtissem, mettre la femme enceinte au centre. Et bien du coup, le ou la kiné en réalité peut intervenir bien en amont parce que on le sait, mais on agit un peu trop tardivement, ne serait-ce que sur la posture des femmes qui ne fait que s'aggraver en fait pour la plupart durant la grossesse. Le kiné a toute sa place là pour justement après proposer également des choses concernant la préservation du périnée de cette femme, mais bien en amont, avant même qu'il y ait une grossesse. Le côté éducatif est bien effectivement bien en amont dès que la personne émet le projet d'avoir un enfant. Parce que effectivement, comme disait Nadia, il y a des femmes qui arrivent à une grossesse alors qu'elles avaient déjà vraiment des lacunes sur plusieurs plans physiques, corporels, au niveau de leur bien-être. Et le fait de l'arrivée d'un enfant fait se poser énormément de questions sur soi-même, sur sa statique, sur son statut, sur plein de choses. Et c'est important pour cette femme-là aussi, à cette période-là, de revenir à elle avant de pouvoir donner à son enfant le plus correctement possible, le plus sainement possible. Tout à fait. Nadia, la sage-femme, elle intervient à quel moment de la grossesse ?
Alors, Parce qu'on a toujours l'impression qu'elle intervient ouais, à la fin, ouais, c'est ça. au moment où on prépare l'accouchement. Exactement, il y a effectivement encore cette croyance, en fait cette connaissance de sage-femme égale salle de naissance. Mais la sage-femme intervient effectivement avant même la grossesse, ce que je disais précédemment, exactement comme les kinés. C'est-à-dire que maintenant nous avons des compétences concernant le suivi gynécologique. Alors ça se démocratise de plus en plus. Les femmes. Faut dire qu'il y a de moins en moins de gynéco aussi. Et effectivement, il y a une réalité. La réalité de terrain, c'est qu'il y a de moins en moins de gynéco. Exactement. Donc du coup, et puis il y a quand même un affichage dans les cabinets de médecine générale maintenant qui informe les femmes qu'une sage-femme peut être consultée pour un frottis, pour tous les moyens de contraception, dont la pose de DIU, donc dit de façon populaire appelée stérilée. Voilà. Et donc la sage-femme en réalité peut-être, et ça il faut le savoir aussi parce que c'est une compétence qui nous a été attribuée ces dernières années, donc c'est très récent, le suivi des adolescentes. Oui. Donc c'est important de le savoir parce que la première consultation gynécologique peut être faite avec une sage-femme. Donc en réalité, la sage-femme, elle intervient dans la vie des femmes dès le début, en réalité, de leur développement en tant que femme, fille-femme. Bien. Donc qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qu'elles devraient savoir maintenant, avant de tomber enceinte, Ibtissem? D'être rassurée qu'autour d'elles, il y a plusieurs professionnels spécialisés pour les accompagner, qu'il suffit juste qu'elles osent parler et osent poser leurs questions dès le départ, sans dédramatiser. Moi, par exemple, j'ai une membre de ma famille qui est enceinte, et pour la première fois, et je lui pose la question, est-ce que au fait, tu as des questions sur le sujet? Première réponse au départ, non, tout va bien, etc. Il a fallu quelques jours pour que je commence à recevoir des questions et de plus en plus intimes, on va dire. Et donc, j'ai réalisé qu'effectivement, que ce soit elle ou des patientes, c'est pareil. Donc, leur dire que voilà, il y a vraiment des gens autour d'elles pour ça et qu'il faut qu'elles osent en parler. Mais c'est toujours pareil, quand on vous demande si vous avez des questions, si vous n'avez pas préparé, vous n'en avez pas. C'est après qu'elles viennent, les questions. Donc, oui, voilà, donc il y a des gens prêts à les accueillir pour ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, voilà, ça se prépare aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Déjà, ce qu'il faut dire à une femme qui est en projet de grossesse ou déjà enceinte, c'est qu'il y a un panel de professionnels qui sont là pour l'accompagner. Et ça, il faut le dire, il faut vraiment nommer. Dire, voilà... donc, en 1, voilà. Qui Alors, c'est qui en 1 En 1, vous pouvez aller voir... En 1, on peut aller voir déjà son médecin généraliste. Ouais. Et il faut vraiment pas les sortir du jeu parce qu'il faut savoir que beaucoup de femmes font suivre leur grossesse par des médecins généralistes. Oui. Donc ça, c'est important. Et en fait, si vous voulez, le médecin généraliste, au final, alors si le médecin généraliste a un DU de gynéco obstétrique, il ou elle peut faire. Et là, c'est pas le dispositif. Voilà, peut faire ce suivi-là. Ou alors, ce qui arrive assez souvent, ils orientent vers une consoeur ou un confrère sage-femme ou une consoeur, un confrère gynéco. Et il est important justement de travailler en réseau parce que après, charge à nous d'adresser la patiente chez nos collègues kinés, chez nos collègues ostéopathes, vraiment de créer, si vous voulez, cette bulle qui permet à cette femme, à cet enfant, à ce couple de se sentir soutenu. Et à rassurer, oui. Oui. C'est votre truc, ça, justement, les réseaux Ibtissem. Oui, maintenant, la technologie permet de travailler en réseau. Oui, oui. De plus en plus. Oui, de plus en plus, c'est vrai. Beaucoup de femmes disent qu'elles auraient préféré savoir la vérité avant. Qu'est-ce qu'elles auraient aimé savoir avant, Ibtissem? Elles auraient aimé qu'on leur dise quoi sur la grossesse? Eh bien, que c'était déjà fatigant, que physiquement, c'était pas si évident que ça à gérer cette prise de poids. Et c'est pas en fait seulement la prise de poids qui gêne, c'est le fait même de prendre de la cellulite, le fait de prendre de la graisse, le fait de... Il y a tout ça qui pour une personne, par exemple, qui est assez dynamique dans son quotidien. Qu'est-ce qu'elle se pose encore comme question? Il y a l'histoire des trimestres, en fait, les temps clés en fait de la grossesse. C'est des questions qu'elles n'avaient pas appréhendées avant, et puis des fois elles se disent mince, ça c'est trop tard. Il y a eu surtout pour le premier trimestre en fait. Et puis toutes ces questions fondamentales sur l'hygiène que
devrait avoir la maman sur la période du premier trimestre et qu'elles ont l'impression de passer à côté parfois parce que elles n'ont pas conscience d'avoir été enceintes suffisamment tôt et elles n'ont pas conscience de toutes les étapes clés et toutes les charnières qu'il y a à ce moment-là. Alors pour ce qui concerne votre spécialité IPTISEM, qui est la kiné, quels sont les maux de la grossesse ? Déjà le mal de dos. La première des choses. Alors mal au dos, ça veut tout dire et rien dire. Oui, non, mais ça c'était pour répondre au Momo. Alors, Momo. Il y a, voilà, il y a ce qu'on appelle la lombalgie. Il y a le fait que chez certaines femmes qui sont déjà irritées au niveau du dos, qui ont peut-être une petite hernie, une protrusion du scalp ou bien des problèmes de contraction musculaire, ça s'accentue parce qu'il y a une prise de poids, parce qu'il y a une fatigue qui est générée. Il y a toute la partie aussi qui peut être un peu plus délicate des fuites urinaires. Alors ça, on n'en parle jamais. Hein. C'est le tabou des tabous. C'est ça. courant et il peut y avoir X raisons. C'est pas forcément parce que forcément il y a un problème de périnée qu'on a une incontinence. Il peut y avoir un problème de vessie, il peut y avoir un problème de poids qui appuie dessus par rapport à l'arrivée du bébé. Il y a toute la question aussi du changement hormonal. La femme ne se reconnaît pas. C'est la première fois finalement qu'elle se retrouve avec une bulle comme ça explosive ça chamboule. Ah ouais, bah oui. D'après moi, ce que j'ai pu observer chez plusieurs femmes que j'ai eues avant grossesse et après, on parle de la période prémenstruelle, mais alors là, la période, surtout le premier trimestre, c'est assez rigolo, on va dire, à observer avec du recul. Je sais pas si pour le mari c'est rigolo, mais en tout cas, pour nous en tant que soignants, comme on a la posture assez distante par rapport à ça, c'est assez marrant. Oui, moi je pense que les femmes, la première chose qu'elles aimeraient quand même entendre, c'est que il faut pouvoir leur permettre, enfin les autoriser à vivre la grossesse comme elles le ressentent à ce moment-là. Arrêtez de dire aux femmes que la grossesse n'est pas une maladie. Oui, la grossesse. C'est pas une maladie. Oui. La grossesse n'est pas une maladie. En revanche, ne pas considérer que durant cette grossesse, on vient de parler des désagréments hormonaux, on vient de parler des on n'a maux... pas parlé de désagréments, on a parlé de chamboulements. Chamboulements et désagréments, parce qu'on le verra, mais ces chamboulements hormonaux peuvent provoquer des nausées, des vomissements, qui peuvent être très, très importants durant le premier trimestre. Et impactants dans le quotidien de la femme. Exactement. Parce que n'oublions pas que pendant ce premier trimestre, elle continue son activité quotidienne, son travail, etc. Donc, pour elle à gérer, alors qu'elle n'est même pas sûre encore que son bébé va être viable, etc. Il y a de grosses questions, de grosses inquiétudes. Et en même temps, le fait de rester très pudique par rapport à cette période du premier trimestre, de ne pas vouloir le dire tant qu'elle n'est pas sûre. Et il y a une sorte de... J'allais jusqu'au mot schizophrénie. Mais complètement. Entre le fait d'être heureuse d'être enceinte et puis en même temps d'être inquiète parce que c'est possible qu'elle perde son bébé. Et le fait qu'il ne faut pas le dire pour l'instant. Voilà. C'est ça. Et cette injonction, si jamais c'est dit, parce que alors ça arrive généralement au boulot, où les gens commencent à soupçonner, les bizarres, tiens, elle serait pas enceinte. Voilà. Il y a cette injonction quand même sociétale il faut quand même continuer à être performante au boulot, tout en ayant psychologiquement, c'est psychologiquement toujours cette peur de faire une fausse couche parce que premier trimestre et surtout si c'est une femme qui a vécu plusieurs fausses couches auparavant et en même temps elle devrait quand même pouvoir gérer vomissements, nausées, fatigue, tous ces mots alors qu'on appelle quand même c'est des symptômes dits sympathiques de grossesse, c'est le terme qu'on utilise. C'est fou, oui. J'ai jamais compris. Ouais. Mais les nausées, il y a quand même une vraie inégalité au niveau des nausées. Tout le monde n'a pas de nausées. Oui. Ou elles sont pas de la même de la même intensité, on va dire. Oui, c'est vrai. Mais 75% quand même des femmes ont. Comment on les explique, Nadia, ces nausées ? En fait, vous avez des nausées, effectivement, qui sont provoquées par tout ce chamboulement hormonal. Qui dure tout le premier trimestre, qui peuvent aller jusqu'à 20 semaines d'aménorrhée. Donc, ça peut déborder sur le deuxième trimestre, Alors, aménorrhée, pour tout le monde, c'est... Alors, en fait, oui, nous, les sages-femmes, effectivement, faites bien de poser la question, on fait le calcul à partir du premier jour des dernières règles.
Aménorrhée, c'est sans règles. Oui, voilà. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, quand on parle de semaine d'aménorrhée, en fait, c'est le calcul de votre âge gestationnel dès le premier jour de vos dernières règles. Les médecins, notamment généralistes, vont plutôt parler en semaine de grossesse. Alors après, nous aussi, on fait la conversion pour les femmes. On enlève 14 jours, en fait, de 2 semaines dans le calcul. Mais pour nous, c'est beaucoup plus précis de parler en semaine d'aménorrhée par rapport au développement du fœtus. Donc, je reviens, oui, effectivement... Sur les nausées. Sur les nausées. Oui. Ce chamboulement, en fait, hormonal est, pour certaines patientes, comment dirais-je, très, très impactant. Donc, sensibilité aux odeurs, sensibilité parfois à certains produits. Vous avez des patientes, des femmes qui vous disent, moi, au contact même du dentifrice... la nausée arrive et du coup des vomissements, notamment matinaux, voilà, qui peuvent perdurer jusque fin du premier trimestre, début du deuxième. Après, vous avez des patientes, donc dans les 75% que je cite là, vous avez quand même 50% qui sont très embêtés par ces vomissements-là. C'est-à-dire que ça impacte leur quotidien et professionnel et familial et social tout simplement. Alors votre truc de pro pour justement minimiser l'impact des nausées, alors, il y a quelque chose? Alors déjà, on refait le point sur l'alimentation. Donc éviter de manger trop gras, de boire aussi beaucoup. Là, on refait le point aussi sur l'hydratation. Oui, ouais, parce qu'on se rend compte finalement que beaucoup de femmes boivent. Je ne sais pas si. Oui, c'est vrai. À ça, mais bien sûr, boivent très peu. Donc du coup, et en même temps, on fait un petit rappel par rapport aux infections urinaires qui peuvent être asymptomatiques pendant la grossesse. Donc autant bien s'hydrater. Ensuite, on fait le point sur la fréquence alimentaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles répartissent leur alimentation dans la journée, c'est-à-dire manger pas moins, mangez bien, mais répartissez en fait votre alimentation dans la journée. Après, effectivement, alors ça c'est encore le vieux débat donc de l'homéopathie, mais voilà, il y a, enfin moi je suis désolée, je jette un pavé dans la mare, mais en tant que sage-femme, et on est plusieurs sur le terrain, et d'ailleurs les médecins généralistes pour beaucoup nous rejoignent sur cette question-là, on voit quand même des résultats qui sont plausibles. Alors je veux dire, à quand une étude sérieuse, quoi? Parce que on voit les résultats quand même chez des patients. Sur les nausées, par exemple? Ah oui, sur les nausées, clairement. Surtout les patientes qui ne s'automédiquent pas à tout va et qui ne sont pas très portées sur l'allopathie, c'est-à-dire la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, voilà, c'est les traitements conventionnels en fait. Oui. Donc il y a ça, il y a également nos amis ostéopathes qui peuvent aussi agir au niveau du positionnement. Alors c'est pas ma spécialité, mais voilà. Oui, en fait, Nadia veut parler de toute la partie du diaphragme, donc toute la partie respiratoire, il y a toute la partie de l'amplitude de la cage thoracique qui peut aller et venir quand on respire vraiment profondément, quand on respire à l'aise. Donc c'est un travail à faire et c'est une élasticité à trouver au niveau de ces muscles respiratoires qui est bon de travailler avant d'être complètement bloqué. Exactement. D'où l'intérêt de travailler avec les kinés et les ostéopathes, clairement. Donc il y a un panel de choses qu'on peut proposer, exactement, j'ai envie de dire finalement, comme les syndromes prémenstruels. Oui, en réalité, on pense tout de suite médicaments, antalgiques, et en réalité, il y a un panel de choses qu'on peut proposer, encore faut-il, qui est justement cette coordination. Pour prendre en charge l'impact des nausées. Nausée ou toute autre crise qui peut arriver au moment de la grossesse ou à un autre moment d'ailleurs. On parlait aussi des choses à changer au niveau du sommeil, parce qu'en fait les nausées, en fait, elles sont aussi impactées par le fait que la veille au soir, il y avait peut-être une alimentation qui n'était pas correcte, ou peut-être que la maman n'est pas assez reposée, n'a pas suivi son rythme circadien. Alors, le rythme circadien, là, c'est notre rythme biologique naturel, que ce soit pour s'alimenter, s'activer, ou se reposer, ou dormir, s'hydrater. Donc, ce sont des cycles, c'est ça? Voilà. Il y a une question qui revient souvent, c'est combien de poids est-ce qu'une future maman prend pendant une grossesse? Comment est-ce que vous répondez à la question si une maman vous interroge? Il y a une tranche, on va dire, standard.
On dit entre 10 et 15 kilos, on est d'accord, à peu près. Partant du poids. Voilà, en partant du poids, voilà. De la femme en question, en fait. Alors, c'est 10 ou 15 kilos en partant du point de départ ? Alors, en fait, vous partez déjà de l'indice corporel de la patiente, de masse corporelle de la patiente. Et évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes recommandations chez une patiente qui est en surpoids, important déjà avant la grossesse, et une patiente qui est très très maigre déjà en départ de grossesse. Enfin, ça n'a pas de sens. On ne peut pas donner les mêmes explications, les mêmes recommandations. Donc, vous partez déjà du profil de la patiente. Évidemment, je le répète, même si c'est évident, sans stigmatisation, sans standardisation, bien évidemment. Mais voilà, on peut donner un repère physiologique en expliquant qu'effectivement, la prise de poids est moins importante au début. En moyenne, les femmes prennent 500 grammes par semaine jusqu'à 1 kg, 1,5 kg par mois. Ça, c'est une moyenne, hein, mais voilà, toutes les femmes ne métabolisent pas de la même façon. On part de cette indication-là, et puis surtout, on suit la qualité alimentaire de la patiente, parce qu'après, il y a des explications. Il y a des femmes qui peuvent prendre subitement dès le départ, d'autres moins. Donc, on va investiguer au niveau aussi hormonal. Il peut y avoir un dérèglement de la thyroïde. Enfin, il y a vraiment, faut prendre tout ça dans sa globalité. Voilà, et c'est vraiment un projet personnalisé, en fait. Il y a vraiment tout. C'est pour ça qu'il est important de se faire suivre dès le départ, même avant d'avoir l'enfant conçu, pour effectivement dire, voilà, j'en suis là, j'ai envie d'avoir un enfant. Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'organise ? J'aimerais avoir telle et telle situation. Il y a des femmes pour qui ça ne va pas poser problème de perdre du poids, voilà. Et d'autres pour qui vraiment ça va occasionner vraiment une lourdeur physique, émotionnelle, enfin un mauvais ressenti autour de toutes ces questions-là. Et il y a des femmes aussi qui peuvent aussi physiologiquement perdre du poids plus facilement que d'autres, et ça n'est pas forcément lié avec l'embonpoint initial. Oui, et d'ailleurs, les Canadiens parlent d'un syndrome, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, la momyrexie. C'est-à-dire justement avec momyrexie. Je connaissais pas. Donc momie, de maman, et anorexie. Ah oui. Ouais, donc en fait des patientes justement qui s'alimentent plus ou qui diminuent fortement leur alimentation parce que il y a ce souci de rentrer dans un standard de cette belle femme enceinte que l'on voit dans nos magazines, voilà. Et en face les qui maris de dos ne fait pas femme enceinte, ouais. Voilà, et quand elle se retourne, du coup, il y a le beau petit. Les maris font des grossesses nerveuses, non ? Non, ils font des couvades. Ah oui, c'est ça. Hein, c'est ça, exactement. La couvade. Alors la couvade, c'est l'inverse en fait. Alors la couvade du mari, papa. Du papa, ouais. Du papa. Du poids avec sa Alors femme. oui, en fait, alors faut déjà savoir anthropologiquement, la couvade, c'est quelque chose qui existe dans certaines cultures. C'est un rituel qui est provoqué en fait, pour justement marquer ce passage de la paternité. Chez nous, il est découvert sur le tard. C'est-à-dire qu'il y a des papas qui prennent du poids, chez qui il y a un chamboulement hormonal également. Oui, c'est vrai. Notamment les hommes qui sécrètent beaucoup de prolactine se retrouvent, du coup, ils ont tous les effets entre guillemets négatifs de la prolactine. Ils produisent pas de lait, c'est l'hormone qui produit, c'est l'hormone de la lactation, mais ils vont avoir une baisse de libido, ils vont avoir un petit bidon qui se forme, ils vont prendre du poids aussi, ils vont avoir des sauts d'humeur. Oui. Et c'est pourquoi ? Parce qu'on fonctionne en miroir. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Il y a plusieurs explications, oui, il y a cette explication-là. Est-ce qu'on le verra après la pub, ça, peut-être ? Messieurs, peut-être que vous êtes en train de faire une couvade. Et c'est normal. Rassurez-vous, vous disiez qu'il y a des hommes qui ont des nausées aussi ? On parlait de la couvade tout à l'heure avant la pub. Oui, tout à fait. En fait, vous avez effectivement des hommes, ça étonne toujours en Occident et dans certaines cultures, c'est j'allais dire, naturel. Des hommes qui vivent dans leur chair, en fait, des hommes enceints. Il y a des hommes enceints. Non, qu'est-ce que vous racontez ? Oui, il y a des hommes enceints. Ça, j'ai l'impression que c'est Elisabeth Badinter il y a 30 ans. Ouais. Oh là là, mon Dieu. Vous faites... Ah, vraiment, là, c'est pas un compliment.
Donc je Mais disais. elle le disait, Oui. elle l'a même écrit. Hein. Oui, oui, oui. Très bien. Mais des hommes enceints, ça n'existe pas, Alors, bien sûr. des hommes enceints, ça existe, évidemment que ça existe, parce qu'en fait, ils portent leur bébé psychiquement. Donc, il y a toute la somatisation, parce que à partir du moment où vous portez votre bébé psychiquement, vous impactez ou pas Physiquement, tout le corps. exactement. Il y a des sécrétions hormonales. On sait très bien que la grande machinerie du cerveau a vraiment un pouvoir sur nos hormones. Et donc, du coup, on a des hommes qui prennent du poids, des hommes effectivement qui ont des nausées, et donc des hommes qui prennent du ventre, qui vivent la grossesse comme pourrait le vivre une femme. Bon, les envies de fraises, les cheveux qui tombent, la peau d'ado, ça c'est des questions qu'on vous pose ou pas du tout? Oui, les envies, pas forcément que de fraises. Non, mais maintenant voilà. on dit plus de fraises, mais longtemps on a dit qu'il y avait des envies de fraises. Oui, alors il y a des questions aussi un petit peu plus... Ah, les cheveux qui tombent, ça revient. Alors ça je peux vous dire que ça revient. Hein. Oui. Alors les cheveux tombent pas, ou très peu pendant la grossesse. Au contraire, vous avez une amélioration de la qualité. C'est après. Ouais, exactement. C'est plutôt dans le postpartum. Ouais. La crainte des femmes, c'est et après quand j'aurai accouché, il paraît que je vais perdre mes cheveux. Voilà. Et ensuite, vous avez des questions. Alors, ça va faire rire certains, mais ce sont des questions véridiques de femmes qui n'osent même plus ni se gratter, ni se toucher, parce que il y a la croyance que si on a une envie de quelque chose et qu'on ne la mange pas, eh ben, en grattant une partie de son corps, l'enfant risque d'avoir un angiome, un névus, donc communément appelé grain de beauté. Une tache sur la peau. Voilà, une tache. Après, il y a les taches de vin, enfin voilà. Voilà. Alors, ça c'est des questions qui peuvent faire rire parfois certains professionnels, mais c'est des questions qui demandent d'avoir des réponses scientifiques et claires. Exactement. Ou par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai une patiente qui m'a demandé si elle regardait des images je reprends ces termes de monstruosité. Est-ce que mon enfant risque d'avoir des malformations c'est des questions réelles auxquelles il ne faut pas les prendre comme ça à la rigolade en disant plaisanter, mais qu'est-ce que c'est que ces croyances? Non. Il faut répondre. Il faut les accueillir. Il faut les accueillir et y répondre, tout à fait. Vous avez des questions là sur votre livre là? Oui. Non, parce que je voulais qu'on enchaîne avec la sexualité. Finalement, est-ce que la sexualité pendant la grossesse, parce qu'il y a énormément de questions autour de la sexualité, est dangereuse pour le bébé? Est-ce que des risques de déclencher, par exemple, un accouchement prématuré? Alors, la sexualité n'est pas dangereuse. C'est-à-dire que il faut déconstruire certains mythes. Il n'y a pas de femmes plus nymphomanes ou moins désireuses ou je ne sais quoi pendant la grossesse. Il y a des femmes qui sont dans la continuité. Il y a un continuum de comment je vivais ma sexualité avant ma grossesse, je la vis pendant, dans la continuité et après. Donc, on ne se réveillera pas nymphomane ou frigide durant sa grossesse comme ça du jour au lendemain. Il y a une continuité logique. Donc, ça veut dire que cette sexualité, on la prend dans sa globalité et donc on questionne sur la sexualité par ailleurs. Mais pour changer ma question, c'est est-ce que, on parlait d'hormones tout à l'heure, est-ce que cette révolution hormonale a un impact sur la libido des femmes? Évidemment, oui, bien sûr. Elle a un impact concret sur la libido des femmes et des hommes également, parce que n'oubliez pas que les hommes aussi peuvent avoir un chamboulement hormonal. Donc oui, il y a un impact. Alors je voudrais juste finir mon déroulé parce que vous me demandiez si c'était dangereux ou pas. Il y avait des risques pour Alors dans certains cas, effectivement, mais ça c'est aux professionnels qui vous accompagnent d'évaluer la situation clinique pour vous dire si effectivement il y a un risque. Je donne un exemple concret. Pour une menace d'accouchement prématuré avec un col qui commence à s'effacer, qui est effacé déjà ouvert, effectivement, on va préconiser de ne pas avoir de pénétration. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de sexualité. On est d'accord. La pénétration, c'est pas la sexualité. On peut avoir tout le panel appartenant à notre sexualité
en peut-être laissant de côté la pénétration, parce qu'effectivement, mécaniquement, ça peut accentuer l'ouverture du col. Et aussi, n'oubliez pas que dans le sperme, il y a des prostaglandines. Prostaglandines, ce sont justement, c'est la substance qu'on utilise lors d'un déclenchement pour pouvoir maturer le col et lui permettre de s'ouvrir un peu plus. Donc, c'est pas le but. Là, s'il y a une menace d'accouchement prématuré, voilà. Donc, on peut effectivement parler. Alors ça aussi, c'est important. Le professionnel de santé doit aussi être au clair avec tout ça, parce que dire à une femme pas de sexualité, vous avez une menace d'accouchement prématuré, c'est aberrant. La sexualité pendant la grossesse, ça reste un sujet tabou quand même. Parce qu'il y a l'idée de la sexualité qui est limitée à la pénétration, tout simplement. Et effectivement, il n'y a pas la créativité de se dire on peut aller explorer, on peut justement se donner ce temps de la période de la grossesse pour s'explorer mutuellement différemment, s'écouter, écouter le désir de l'un, de l'autre, de soi. C'est une bonne période justement pour faire l'état des lieux. Oui, complètement d'accord. Bien. On ne parlera pas de la sexualité post-maternité, parce que là, c'est quand même autre chose. Oui. Juste pour finir sur la sexualité durant la grossesse, il y a les inquiétudes, effectivement, des papas, pour certains qui ont peur d'avoir une sexualité avec pénétration, en l'occurrence, parce qu'ils ont peur de toucher la tête du bébé ou de faire mal au bébé. On en rigole, mais c'est une question qui revient réel. Très souvent. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Exactement. Et puis aussi, mais ça, une fois de plus, il faut que le professionnel soit à l'aise avec ces questions-là et au clair avec ces questions-là. Par exemple, très rarement, effectivement, les couples vont vous questionner sur les positions. Concrètement, il y a des positions avec une femme qui est au 3e trimestre de grossesse qui sont inconfortables. Donc là, charge aux professionnels de dire, il y a... Alors ça, c'est dit en préparation à la naissance, hein. Les sages-femmes évoquent le sujet. Ah oui, la grande majorité quand même évoque ce sujet. Ça fait partie normalement du programme, pour celles qui sont à l'aise aussi avec la question. Mais on peut concrètement aussi montrer des positions sur le côté, des positions qui permettent aussi à la femme d'être à l'aise et en même temps de retirer cette crainte que peuvent avoir les deux, d'écraser le bébé ou de faire mal au bébé. En fait, ce qu'on aimerait transmettre, c'est que c'est important, parce que là, tu parlais de la préparation à l'accouchement, mais en fait, il y a la préparation tout simplement à l'arrivée d'un enfant. C'est pas à l'accouchement. Exactement. Et donc, en fait, tout ce parcours de soins, ce parcours de suivi, il devrait être présent bien avant, parce que ces questions-là, pourquoi attendre le dernier trimestre pour apprendre que finalement on peut avoir des positions qui sont plus confortables, etc. Tout à fait. Enfin, et même, je pensais aussi à l'histoire du 5e mois où la femme est reconnue en congé maternité, à peu près à partir du 5e, 7e mois. Et en réalité, il devrait avoir des adaptations à sa situation dès le début de grossesse. Des horaires aménagés, peut-être un temps, ce qu'on appelle un temps thérapeutique, pour vraiment pouvoir s'intéresser à sa situation et à elle-même et son bien-être. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de préparation à la naissance, parce qu'au final, c'est la naissance d'un enfant. Et pas à l'accouchement. Et pas à l'accouchement. Ça, c'était dans les années 80, on appelait ça comme ça. Mais effectivement, c'est très important. Les mots ont un sens. Bien et sûr. Quand on parle de préparation à la naissance, on parle de la préparation à la naissance d'un enfant, mais à la naissance d'une future mère, d'un futur père, d'un futur couple parental. Enfin, c'est important. Il y a toutes ces interrogations sur la vérité, sur l'accouchement. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant ? Alors, moi, le conseil que je donne... Le grand mystère, vous savez. En fait, la vraie question, c'est pas qu'est-ce qu'il faudrait savoir avant. C'est qu'est-ce que la femme aimerait. Exactement. Qu'est-ce qu'elle aimerait ? Est-ce qu'on lui demande ? Parce qu'elle a des... pas forcément. On va lui dire, par exemple... on passe en dehors du sujet première grossesse, mais souvent, des femmes pour qui il y a déjà eu 3 grossesses, ou une première grossesse, ou un premier accouchement qui a été un peu difficile, on va presque systématiquement lui imposer la césarienne. Mais est-ce que c'est forcément... ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est forcément ce qu'elle veut ? Est-ce qu'elle n'a pas peut-être envie de ressentir les premières contractions Il y a des femmes pour qui, même la péridurale, elles n'en veulent pas en fait. Elles ont envie tout simplement, pas parce que forcément elles en ont peur, elles ont envie en fait de vivre pleinement leur accouchement. Et là, c'est une question de choix. Ouais, c'est une question de choix, mais qui est jugée par les professionnels de santé. Oui. D'où l'intérêt. Il y a une époque, c'était la mode ça existe encore, mais il y avait une époque vraiment d'explosion des projets de naissance. C'est-à-dire que les femmes écrivaient
leur projet de naissance et en fait, elles n'étaient pas accompagnées à comment les présenter à l'équipe. Donc elles arrivaient en fait avec le projet de naissance. Moi, c'est comme ça. Faut faire ça en fait. Et c'était très mal reçu par les équipes. C'est conflictuel. Oui, voilà. Et en fait, on devrait justement pouvoir les accompagner à... alors, il faut aussi déformater. Il faut nous déformater, nous, professionnels de santé. Enfin, il faut le dire clairement. On n'est pas les sachants, quoi. Oui, voilà, exactement. Donc, il faut qu'on descende un peu de notre position au perché et savoir aussi accueillir un projet de naissance en posant effectivement sur la table ce que souhaite la patiente et ce qui est réalisable. Parce qu'il y a ce qu'on rêve et ce qu'on peut réaliser. Après, il faut trouver le compromis entre les deux et ça se discute comme toute chose dans la vie d'ailleurs. Mais encore faut-il trouver cet espace d'échange et de discussion. Et ça, c'est charge à nous, professionnels, de le créer, cet espace. Nadia, je vous demande un petit pronostic et Ibtissem aussi. Donc, confinement, explosion de naissance ou pas? Quand même, hein. Moi, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui m'annoncent qu'elles sont enceintes actuellement. Alors après, c'est mon humble... c'est votre observation du terrain. Ouais. Oui. Oui. Moi, effectivement, je pronostique un confinement boom. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Pas forcément toutes des grossesses qui étaient planifiées, désirées. Ouais. Enfin, je n'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, planifiées, voilà, qui seront pas pour le coup moins accueillis ou moins bien accueillis. Mais je pense il y a une période vraiment de stress intense et à un moment donné, alors il y a eu aussi des gros conflits conjugaux, mais il y a eu des rapprochements. Ce qu'on a vu arriver là en premier, la première vague, c'est les divorces. Enfin, c'est ce qu'on a communiqué surtout sur ça. Mais dans le poste. Dans le poste. Parce qu'après, c'est la durée, si vous voulez. Il y a plusieurs phases durant le confinement. Il y a eu une phase de rapprochement. On le voit même dans le comportement des gens entre eux. Il y a eu cette phase de on est solidaire, on s'aide, on est ensemble. Et donc, ça s'est créé aussi dans les couples. On se redécouvre. Ah ouais, on va plus au boulot, c'est cool, on se redécouvre. Machin. Au bout de quelques semaines, c'est... Et après, voilà. On n'en peut plus. Après, on n'en peut plus. C'était ça en fait. Les enfants, le mari, vivement que ça se termine. C'est ça. Et donc c'est là où il y a eu le déclic. Enfin, soyons quand même réalistes, comme je vous ai dit, la sexualité c'est un continuum, donc la conjugalité c'est aussi un continuum. Ouais. Les personnes qui ont divorcé après, c'est qu'il y avait déjà du passif avant. C'est le confinement à bon dos. Exactement. C'est qu'un révélateur de ce qui a... Le fait d'être tout le temps ensemble n'a été qu'un révélateur de ce qui était déjà là, à présent, préalable. Peut-être anticipateur de ce que certains vivent à la retraite, en fait. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Qui finalement se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se supporter toute la journée. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Exactement. Exactement. Bien, vous revoyez cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous réécoutez le podcast sur beurrefm.net. Merci Ibtissem. Avec plaisir. Merci Nadia. Je vous en prie. Belle. Merci. Avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Très belle journée santé sur Beurre FM.